for every little girl and boy. Bon, mais bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette édition du mardi soir de Placotage des guerriers. Donc, sixième soirée ou sixième fois avec Hakim. Bonsoir Hakim. Bonsoir, Est-ce que ça va ça va bien? bien? Oui, oui, merci. Oui, ça se passe bien, ça se passe bien. Un peu moins de neige que d'habitude, mais on va Ouais, pas se moi, plaindre. c'est en direct de la Gaspésie. On avait tout perdu la neige. Et puis, elle est revenue. Et c'est pour ça que si tu regardes dans le feed autour, là, j'ai mis des petits flocons qui tombent pour accompagner notre soirée. C'est c'est, charmant. Ça a été ma contribution de la semaine, là. C'est étonnamment long faire faire ce genre de niaiserie là. Donc, En tout cas, c'est très réussi. ben merci, je prends le compliment. Donc, on s'était laissé il y a près d'une semaine et demie maintenant, hein, parce que vendredi dernier, on a décidé que peut-être que le jour de Noël, c'était pas la meilleure journée pour faire une activité de discussion de philo. Donc, on s'était laissé il y a près d'une semaine et demie et j'avais mentionné quelque chose sur l'objectivité et la subjectivité, notamment par l'utilisation d'algorithmes de machines. Et donc, moi, ce que je te propose, Hakim, c'est de reprendre la discussion à cet endroit-là. Donc, peut-être en rappel, ce que j'avais dit exactement, là, c'était que en sciences, il y avait récemment quelque chose qui avait été euh, trouvé. En fait, c'est un article scientifique qui a été écrit où un algorithme d'intelligence artificielle avait été feedé de plusieurs articles scientifiques préalables et l'algorithme avait réussi à déterminer un nouveau matériau qui a été finalement effectivement découvert 5 ans plus tard. Donc l'algorithme avait été... on avait arrêté de lui donner des informations jusqu'à 2005 pour voir qu'est-ce qu'il réussirait à faire. Et il a réussi à prédire l'avenir, là, qui avait été déjà passé, évidemment, mais à prédire l'avenir que les humains, finalement, avaient réussi à obtenir 5 ans plus tard. Et ce que j'avais mentionné par rapport à ça, c'était que les algorithmes permettaient finalement une recherche dans les journaux scientifiques plus objective. Et là, le terme objectif avait été un peu t'avais un peu surpris, ou du moins, y avait une nuance à apporter. Et puis, j'aimerais ça qu'on explore aujourd'hui un peu cette nuance-là. Donc, est-ce que ça te va comme sujet de discussion? Oui, oui, c'est parfait. Excellent. Ben, écoute, je suis curieux, je suis curieux de voir par rapport à ce que à ta définition à toi là, d'objectivité, parce que moi j'ai la mienne qui est finalement issue là, de la science et je me rends compte par rapport à ce qu'on a dit la semaine dernière que euh, le sens vernaculaire, là, le sens commun du terme est peut-être un peu loin de ce que moi je considère comme étant la définition du terme objectif. Donc si toi tu avais une définition à donner, ce serait laquelle? Ben là, tu me coupes un petit peu l'herbe sous le pied parce que moi aussi, j'avais l'intention Je le sais d'avoir que ta définition en premier. c'est pour ça que je l'ai faite. All right, fair enough. Ben, en fait, je pense que en philosophie, il y a quand même plusieurs définitions d'objectivité, puis ils sont toutes plus ou moins correctes dans la mesure où ils s'appliquent juste à des domaines différents. Mais pour aller au sens le plus général du terme, là, je pense que objectivité, ça pourrait effectivement, il y a quelqu'un qui a mentionné dans le chat, c'est contraire à la subjectivité. Un des sens les plus courants, ça va être ça. Ok. Effectivement, donc, ce qu'on entend par subjectivité, c'est vraiment quelque chose comme donc, c'est quelque chose, c'est très difficile à définir. Quelque chose qui a le potentiel disons, corrompu par des Ok. biais qui sont inhérents à la personne. C'est-à-dire que souvent, quand on fait cette définition-là entre objectivité et subjectivité, la subjectivité est péjorative dans la mesure où ben, c'est le lot de ce qui est sujet à l'illusion. Donc, quelqu'un peut faire une erreur de raisonnement, quelqu'un peut faire une mauvaise observation,
alors que ce qui est objectif, c'est ce qui n'est pas entaché par ces erreurs-là. Donc, D'accord. les erreurs qui sont proprement humaines. OK. Ça me paraît presque utopique là, comme définition. Est-ce que en ce sens-là, objectivité, mettons qu'on parle de sciences humaines, hein, est-ce que objectivité, puis là après ça, je voudrais faire le bémol même sur les sciences plus naturelles, mais dans les sciences humaines, est-ce qu'on peut même prétendre à avoir une objectivité? Si on a une définition qui est de ne pas être entaché par un biais personnel. OK, ouais. Dans un certain sens, non, c'est impossible. Même en sciences naturelles, même à la limite en mathématiques, on ne pourrait jamais prétendre sortir du contexte de la réflexion humaine. Mhm. Parce que jusqu'à présent, puis là, je sais que l'exemple des intelligences artificielles désir a été évoqué, là, mais c'est pas jusqu'à présent, mis à part les humains, la réflexion est faite par nul autre. Donc, c'est sûr que ce serait extrêmement prétentieux sous cet angle-là de dire que l'objectivité peut être atteinte. Uh-huh. Euh, Par J'ai- contre, c'est un idéal qui est utile. C'est-à-dire que tu vises Hmm. l'objectivité, donc ça donne un genre d'angle qui motive une chasse aux erreurs, aux Uh-huh. biais. Donc, ce que tu, Je pense qu'en ce sens-là, ça peut être utile de quand même conserver le concept. Ouais. donc, ce que tu dis, dans le fond, c'est que, OK, admettons là, que ça sera pas possible, mais c'est quand même pas inutile d'essayer de le viser. C'est ce que tu veux dire? Ouais, ben, tu sais, à ce titre-là, c'est comme le concept de vérité. Si quelqu'un prétend avoir la vérité avec un grand V, ben, la première réaction saine, c'est de dire ouais, mon chum, t'es prétentieux. Peut-être Parce pas, que si. Ben, tout le monde la cherche, mais personne ne peut prétendre l'avoir trouvée. Là. C'est extrêmement difficile, Évidemment. même conceptuellement, de spécifier qu'est-ce qu'on peut vouloir dire par une vérité. Donc, c'est sûr que le concept demeure quand même utile dans la mesure où ça reste un idéal. On Uh-huh. peut essayer de tendre vers la vérité, puis la vérité peut nous éclairer sur ce qui n'est pas la vérité. Qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est l'illusion, qu'est-ce qui est... Je sais que souvent, en tout cas, j'ai eu plusieurs lectures où les mots vérité et objectivité étaient comme confondus. Je pense qu'en philosophie, on va quand même faire une distinction entre les deux. Ou en tout cas, dans beaucoup de textes, on va s'efforcer de faire une distinction entre les deux. Mais tu vois, j'allais dire Euh, la même chose, en fait, par rapport même aux commentaires là, qui viennent d'être posés, objectivité, vérité. Pour moi, puis là, peut-être que je peux donner la définition là, d'objectivité plus scientifique, là, du moins comment moi je la conçois. Pour moi, l'objectivité est plutôt associée au fait que deux personnes qui se font donner le même outil vont arriver aux mêmes conclusions. Donc, si par exemple, j'ai un outil de mesure qui n'est pas inhérent aux décisions que je prends, mais qu'il le fait peu importe qui je suis, qu'est-ce que je pense, comment je suis, mon sexe, mon genre, peu importe qui je suis, ça va toujours me donner la même réponse. On va pouvoir parler de quelque chose d'objectif. Par contre, le fait de donner toujours la même réponse signifie pas que cette réponse-là, elle est vraie. Elle signifie simplement qu'elle est la même qui revienne à chaque fois. Et ça, c'est une partie importante. Euh, mhm. Ça doit être. Et donc en ce sens-là, pour moi, non, objectivité et vérité vont pas nécessairement de pair. Idéalement, oui, parce que quand tu développes un matériel de mesure, ton objectif, si je peux me permettre le mot, c'est d'avoir un outil de mesure qui va être
objectif, donc qui ne va pas dépendre de la personne qui l'utilise, mais qui va aussi donner la vraie mesure. Mais il va falloir que les deux soient là. Il va falloir que ça soit à la fois objectif et vrai. Parce qu'on pourrait même argumenter que la réponse, elle est vraie, mais elle est tellement dans un grand étendue de mesure que finalement, c'est une mesure qui n'a plus d'intérêt. Si la réponse c'est 5 et je te donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ben, ma moyenne c'est effectivement 5. Mais en fait, je t'ai donné une étendue qui est tellement large que c'est plus pertinent à utiliser. Donc, vrai et objectif, pour moi, ont deux sens qui sont en fait différents. Et donc, je suis un peu étonné même que ça a été confondu avant. Je pense que je peux comprendre pourquoi. Parce que ça donne envie de dire que si c'est objectif, c'est plus vrai. Je pense qu'intuitivement, on a cette chose-là qui arrive. Est-ce que c'est vraiment le cas? Puis c'est là où en fait, c'est précisément la raison pour laquelle je voulais revenir sur ce sujet-là. C'est parce que la semaine dernière, tu as mentionné que objectivité était connotée. Et pas pour moi. Justement, à cause de ça, moi, une mesure objective, c'est pas nécessairement une mesure vraie. Mais c'est là où je me suis rendu compte que le sens vernaculaire est potentiellement déviant par rapport à ce que moi je connais. Est-ce que tu penses que le sens commun est plus proche de celui que tu décris en philosophie versus celui que je décris plutôt en sciences? Euh, je sais pas, je pense que de ce que je comprends de l'utilisation du terme objectivité en sciences, ou en tout cas comment toi tu le comprends et l'appliques en sciences, ça met vraiment l'accent, tu sais, le concept renvoie directement à la méthodologie. Mhm. Donc c'est une méthodologie qui est travaillée justement pour que les résultats soient publics, que la méthode de recherche puisse être répétée, contre-vérifiée. Exact. Probablement j'imagine qu'on va inventer toute une panoplie de tests alternatifs pour voir la portée des résultats. Ben, Euh, la véracité des résultats, sa partie vraie, va être réalisée non pas par la répétition de la même mesure, parce que ça, on s'attend à ce que ce soit répétable, sinon elle est pas objective dans le sens où potentiellement il y a des erreurs qui sont introduites par la personne qui le fait. Mais sa véracité, comme tu le mentionnes, elle va plutôt être là par le fait que, bon, mais mon équipe le fait d'une certaine façon, l'autre équipe va le faire, mais pas exactement de la même façon, et peut-être une troisième équipe d'une autre façon complètement, et ces trois réponses-là vont donner la même valeur centrale, et à partir de là, on va en établir qu'on est de plus en plus certain que c'était la vraie mesure. mhm. OK. Ben, c'est ça. Ben là, après, je pense que c'est juste une question de priorité mise sur les termes parce que si on pense objectivité puis dans notre tête, on met l'accent sur la méthodologie, au final, c'est juste, je crois, là, de ce que j'en comprends, c'est vraiment juste une affaire de mots parce qu'au final, quelqu'un dans la rue, là, j'aurais quelqu'un de notre famille qui dit ça, c'est objectif, ce qui veut dire, c'est sans erreur. Uh-huh. Ouais, je comprends. Puis on comprend que la source d'erreur, souvent, elle va être dans la méthode. Uh-huh. Mais là, ça peut être pernicieux. C'est juste que quand on dit objectif, d'habitude, ce que ça veut dire, c'est entre la personne, entre la personne qui fait l'observation ou la personne qui fait le constat, qui va donner le résultat, puis l'objet. Euh, il y a- il y a- c'est impossible qu'il y ait des sources d'erreur. Donc, je sais pas moi, ce qui est. Je pense que j'ai déjà entendu quelqu'un dire ce que je l'ai vu, c'est objectif. Euh, Voulant dire, par connotation, quand je l'ai vu, je pouvais pas douter de ce que j'ai vu. Uh-huh. Parce que En c'est tout cas, objectif. Euh, ben, on- on- c'est que j'étais tellement réveillé, j'étais tellement à jeun, Uh-huh. c'était objectif. Uh-huh, tout à fait. C'était pas subjectif. Alors que là, c'est ça. C'est parce que là, si on regarde le mot subjectif, ça veut dire quoi dans ce contexte-là? C'est qu'on fait quand même référence à comme
deux réalités, c'est-à-dire que l'objectif, ça va renvoyer à ce qui est extérieur. Ce qui est extérieur Ouais. au soi, à la conscience, à l'intériorité, si on veut. Donc, si on trace cette ligne-là, effectivement, ce qui est extérieur au soi n'est pas influencé par l'observation. Peu importe comment si 8 personnes regardent une chose et la voient différente, ça n'a aucune influence sur la chose en soi. Donc, ben, mais cette mesure-là, en fait, le ressenti de ces 8 personnes-là est subjectif, mais la chose qui est observée, elle est c'est comme impossible à dire parce que il y a aucune de ces personnes-là qui a une mesure objective de ce qui s'est passé parce qu'ils ont tous une mesure basée sur leur ressenti de la situation. Mais c'est ça. Puis là, on va dire, ben, s'il y a une contradiction dans les observations, Uh-huh. c'est pas dû à la chose qui est observée, c'est dû aux observateurs. Oui. C'est Donc, de là que vient la connotation négative là, de la subjectivité, en fait, oui, c'est ça. Puis là, ou de leur subjectivité, perception. Ouais. Exact. par association, ça devient un peu le cousin ou le jumeau de relativité. Ou quand on dit Ouais. quelque chose est relatif, souvent c'est ça, on oppose objectivité à subjectivité, mais on l'oppose aussi à relativité parfois. Puis des fois, c'est entre subjectivité et relativité, on peut être tenté de les confondre. Uh-huh. Subjectivité, a priori, ça devrait pas, en tout cas en philosophie, c'est pas nécessairement négatif. Ce que ça veut dire, c'est que c'est invérifiable par les pairs. Oui. Ouais, ou du moins, Euh, ouais, ok, d'accord. Intéressant. C'est-à-dire que ce que j'ai vu, les gens peuvent pas le voir. Uh-huh. Ils peuvent voir l'objet que j'ai vu, mais pas ma vision de la chose. Tout à fait. Mais Puis ultimement, tu peux quand même l'expliquer, cette subjectivité-là, tu sais? on peut mettre des mots dessus, on peut essayer de trouver un terrain d'entente, mais il y a quand même quelque chose qui est limitant, c'est qu'on n'est pas dans la tête des autres. C'est en ce sens-là qu'on va faire, je crois, la distinction entre objectivité et subjectivité. Quand ces deux mots-là sont mis en rapport Uh-huh. d'opposition. Mais quand objectivité est mis en rapport d'opposition à relativité, euh, souvent on va dire la vérité objective et la vérité relative. Là, ce Là, serait relatif dans quel sens? ben, par exemple, quelqu'un qui est relativiste, puis ça, il y a beaucoup de gens qui sont relativistes. Euh, il y a plusieurs formes de relativisme d'ailleurs, là. On va pas mettre tout le monde dans le même panier, mais un relativisme, là, de manière générale, ça va être de dire que la vérité, c'est quelque chose de personnel. Uh-huh. Donc, ce que je crois être vrai est vrai pour moi. Uh-huh. Il n'y a pas de réalité, il y a pas de vérité partagée. Alors qu'un objectiviste va dire il n'y a qu'une seule vérité avec un grand V. C'est la même pour tout le monde. Puis Si éventuellement, toi, tu n'es pas d'accord avec tu te la trompes. vérité avec un grand V, c'est que c'est toi qui es dans l'erreur. Ouais, ouais. C'est pas qu'il y a plusieurs vérités. Donc, ça, c'est comme un combat éternel, si on veut, parce qu'après, on peut rapidement dire, ouais, mais qui a accès à cette vérité avec un grand V? Uh-huh. Toutes les connaissances du monde, c'est toutes des approximations, mais ultimement, comment on fait pour départager entre des approximations qui sont proches de la vérité puis celles qui sont éloignées de la vérité? Tout à fait. Euh, de ce débat naît la question de la méthodologie, en fait. OK. Hey, je prends 2 secondes parce qu'on a eu quelques messages intéressants là. La science nous dit ce Mhm. qui est. La science nous dit ce qui est. La morale, ce qui doit être. Donc, intéressante réflexion à se rappeler de Martin Gilbert. Je connais pas le. C'est un philosophe, j'imagine. J'aime la nuance entre véracité de résultats plus connotés scientifiques versus vérité plus associée à morale et valeur. Ouais. Je sais pas si, est-ce qu'il y a un sens différent? Là? J'ai utilisé par instinct véracité par rapport à vérité. Véracité dans le sens la capacité à être vrai potentiellement là, comme sens du mot. Ça a du sens de l'utiliser comme ça? Spontanément, je pense que véracité, en tout cas, moi, à quoi je l'associe, c'est quelque chose comme, on dit la véracité de tes propos, c'est comme si on essaie de voir la part de vérité.
Mhm. dans mettons, une longue affirmation, là, ou Ouais, je ouais. sais pas comment dire ça. Mais ultimement, je pense que ouais, Martin Gilbert, philosophe et chercheur en éthique à l'UDM. Merci de la Euh, précision, Max Chop. Merci, oui. Mais ouais, c'est ça. Je pense pas que. Je sais pas, moi, je vois pas une différence fondamentale, là. Pour moi, véracité, vérité. Peut-être qu'il y a une distinction scientifique, là, Ben, mais à ce moment-là, je la connais pas. la façon que je l'ai utilisé tout à l'heure, pour moi, là, c'est la véracité, c'est la capacité de quelque chose à être vrai. Tu sais, on va aller vérifier la véracité de cette chose-là. Donc, est-ce que ça peut potentiellement être plus vrai? Donc, je pense que c'est une nuance un peu subtile là, tu vois, je l'utilise peut-être un peu trop intuitivement, sans être sûr de la définition réelle de ce que ça peut être. Est-ce que l'entente, capacité est démontrée, ouais, ok, donc on est dans le même ordre d'idée. Hein. Est-ce que l'entente est plus importante que l'objectivité? Ça, c'est une question importante à se poser, Hakim. Est-ce qu'on est mieux d'avoir raison et d'être objectif ou d'être ami? Ouais, le fameux, le sacro-saint consensus. Le consensus, ouais. Comme ça, tout le monde est content, mais Perdons personne. jamais le consensus. Il y a quelque chose que tu as dit sur la subjectivité qui rejoint, je trouve, aussi ce qu'on a en science. Puis c'est là où, pour moi, il y avait le lien avec l'IA. Donc, on commence tranquillement à boucler la boucle là-dessus. C'est que éventuellement, quand on a des outils de mesure en sciences, là, puis c'est particulièrement vrai dans les sciences naturelles, la plupart des outils de mesure, cette mesure-là se fait à peu près sans l'apport de subjectivité. T'sais, si je mesure la hauteur du bras, je vais avoir placé des marqueurs sur le corps et puis c'est l'ordinateur qui va me dire exactement le chiffre. À la limite, il y a effectivement une subjectivité au moment où je vais avoir placé les marqueurs, mais en testant plusieurs personnes qui placent des marqueurs, on sait que cette subjectivité-là, elle est plutôt faible ou suffisamment faible pour qu'on ait une valeur de mesure qui soit suffisamment précise pour être considérée comme étant, OK, ça c'est la bonne mesure. Par contre, on a tout un autre pan de la recherche, même en sciences naturelles, qui est basé essentiellement sur la lecture de d'autres articles qui ont été écrits par le passé et d'en faire la mise en commun, qu'on va appeler le revue de littérature, mais il y a plusieurs schémas là-dessus, là, la revue systématique, la revue... là, j'ai des blancs, là, mais les méta-analyses et tout ça. Donc celle-là, elles partent du principe, en fait, que tu vas aller dans des moteurs de recherche et que tu vas aller chercher les outils, les différents articles qui ont été sortis à partir de mots-clés. Et puis ensuite, tu vas en faire la lecture. Mais évidemment, le problème là-dedans, il y a deux problèmes qui apparaissent. Là. Le premier, c'est qu'au moment où tu fais ta recherche par mots-clés, tu as 1000 à 10 000 articles qui vont sortir. Donc, c'est pas possible physiquement là, de lire ces 10 000 articles-là. Donc, il va y avoir une première... un premier élagage qui va être fait à partir des titres des articles. Et donc là, ça va être expliqué dans l'article comment ça a été fait, mais ultimement, on se rend compte en fait à quel point le fait là, d'utiliser ce genre de schémas-là qui sont essentiellement basés sur le ressenti de la personne. Okay, ça, c'est un article qui n'est pas dans mon sujet. Ça, c'est un article qui est dans mon sujet. Finalement, il y a des décisions qui sont prises qui, elles, sont objectivement difficiles à dire. T'sais, on ne peut pas dire ça a été objectif. Ça, c'est subjectif. Le problème associé à ça, c'est qu'en science, les méta-analyses et les analyses systématiques, c'est de loin ce qui est considéré comme étant le plus certain en science. Donc, c'est à partir de ça qu'on va baser le reste de la science. Et en fait, c'est un peu comme si on basait une partie de la science sur une grande subjectivité, alors que toute la littérature qui sous-tendait ça, elle était faite de façon objective. Ou du moins, là, je voulais revenir à ça aussi après. Là, comme tu as dit, il y a de la subjectivité dans les sciences naturelles, mais je veux vraiment y revenir après. C'est juste que c'est tellement important que je veux qu'on épuise le reste du sujet avant d'aller sur lui. Donc,
reste qu'il y a quand même quelque chose d'important finalement. Il y a une grande part de subjectivité dans la science actuelle qui est potentiellement changeable grâce à l'intelligence artificielle. Et c'est là que l'objectivité apparaissait dans mon exemple initial. Ouais, vas-y. OK. Donc, Ben ouais, en fait, si tu permets, j'ai quand même deux, trois choses à dire par rapport à ça, là. je t'en prie. Parce que moi, il y a un problème qui me saute aux yeux, c'est que l'intelligence artificielle, c'est juste contourner le problème parce que les mêmes biais ou les risques de biais vont juste se réintroduire ailleurs, c'est-à-dire dans la programmation de ton intelligence artificielle. Tu sais, souvent quand on fait la critique de la pseudo-objectivité de la science, parce que souvent, je pense que l'utilisation du terme objectivité au sens peut-être vernaculaire par les scientifiques ou les amis des scientifiques est souvent critiqué là, parce que c'est un piège. C'est un Uh-huh. piège conceptuel. Comme on disait tantôt, je pense que l'objectivité, c'est un mot qui peut être vraiment intéressant quand on le voit comme un idéal. Mais quand on se targue d'être objectif, c'est vraiment souvent, ça entraîne des erreurs. Uh-huh. Ou en tout cas, on se rend vulnérable à des erreurs plus rapidement. Puis là, c'est ça, ce que je veux dire, c'est que souvent, cette objectivité-là est critiquée sur deux plans. Premièrement, c'est qu'à chaque fois que tu fais une recherche, tu vas cibler les informations que tu veux récolter. Puis dans cette phase-là, c'est-à-dire que je pense qu'on s'entend, là. Oui, Je sais oui. pas si tu pourrais formuler d'une façon peut-être plus précise, là. Non, non, mais c'est exactement ça, tu sais. Puis c'est exactement où je voulais en venir. Donc je te laisse continuer dans cette OK. avenue-là. Bon, écoute, je me lance. Vas-y. Euh, mais c'est ça, il y a comme deux moments critiques là, où la subjectivité est criante. En fait, c'est quand tu sélectionnes le type d'information que tu veux récolter. Puis la deuxième phase, c'est quand tu analyses les données que cette recherche-là, tu sais, vers quoi ça t'a mené. Donc souvent, dans ces deux étapes-là, euh, c'est sujet à des biais, en fait. Parce que là, il n'y a aucun consensus ou aucune méthodologie éprouvée pour savoir qu'est-ce qui est plus objectif qu'un autre. C'est sûr qu'il y a toute une expérience puis tout un canon scientifique qui nous indique des façons de faire euh, qui va peut-être être pris plus au sérieux par les gens sérieux, mais au final, c'est pas nécessairement une marque d'objectivité pour autant. Mhm, tout à fait. Euh, Puis je pense que c'est là où il y a plein d'appels à la prudence, puis parfois à la critique aussi, parce que des fois, on voit des analyses qui sont vraiment douteuses, puis on dit, ben là, c'est évident que c'est un biais culturel, c'est évident que c'est un biais de ci, de ça. Puis ça, c'est pas seulement en sciences sociales. Je peux me permettre, je donnerai un exemple. En fait, j'avais suivi un atelier sur les, 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 euh, les J'en ai un recherches. autre par la suite aussi que je pense important. On va OK, voir ben où oui, est-ce que tu je vas. serais super intéressé à l'avoir. Mais en fait, ça, je vais faire rapidement. Là. C'était un atelier sur la part féministe ou les recherches féministes dans la méthodologie des neurosciences. Puis, il y avait une remarque qui crevait l'écran, si on veut, là, c'est qu'il était dit que une vaste majorité des recherches en neurosciences sur les hommes et les femmes, c'est-à-dire qui traitaient directement du sujet homme-femme, cherchaient à établir des preuves scientifiques d'une différence neurologique entre les hommes et les femmes. Comme on fait beaucoup plus de recherches qui cherchent à établir cette supposée différence, bien évidemment, on va trouver à un moment donné une foule de preuves ou d'indications qu'il y a une différence neurologique À force de entre les hommes et chercher, les tu femmes. finis par tomber sur quelque chose qui n'existe pas, en fait. Oui. Puis en fait, ce qui est encore plus bizarre, c'est que le fer de lance, ou en tout cas la fierté des recherches, ou en tout cas tout le potentiel qu'on voit
en neurosciences, ou en tout cas une grosse part du potentiel qu'on voit dans les recherches en neurosciences c'est sciences très jeunes. On le met sur le fait qu'on va comprendre plus en détail ce qu'eux, ils appellent la plasticité cérébrale. Donc, la capacité du cerveau à s'adapter, puis finalement à changer de façon permanente, mais par lui-même, ou du moins par son environnement. Là, c'est sûr, je ne suis pas assez calé pour expliquer tout ça, mais c'est des domaines que je connais un peu, donc si jamais tu dis quelque chose qui est à l'extérieur de la connaissance actuelle, ou du moins que moi j'ai étudié, je te le mentionnerai, mais pour l'instant, ça va. OK, bon. Ben, en fait, c'est ça, c'est qu'il y a quelque chose de curieux à valoriser, autant l'idée de plasticité cérébrale, puis ensuite de faire des recherches qui montrent la rigidité, de manière rigide, qu'il y a une séparation homme-femme du point de vue neurologique. Effectivement. Et, en tout cas, ça n'a comme pas de sens, puis c'est assez grossier au final. Donc là, on voit que clairement, soit dans l'orientation de la recherche, dans l'analyse des données, il y a des biais disons-le, sexistes qui sont rentrés. Là. Tout à fait. C'est le genre de... Ben, c'est ça, si on dit c'est objectif, oui, peut-être que les outils d'analyse et tout, c'est très objectif. Tout le monde regarde les mêmes données, tout le monde regarde le même écran, mais au final, les biais sont là pareil. Tout à fait. En fait, j'ai l'exemple quasiment inverse qui est vraiment intéressant. Donc là, tu mentionnais en fait que c'était... à trop chercher quelque chose en particulier, finalement, tu finis par tomber sur quelque chose. Ce qui est tout à fait vrai, hein, même statistiquement, on sait ce genre d'affaires-là. Plus on fait des mesures sur un même sujet, plus il faut augmenter notre niveau de confiance dans le résultat pour pouvoir avoir quelque chose sur lequel on a confiance. Donc, ceux qui sont en sciences, là, le critère de Bonferroni, c'est exactement ça. Si on fait plusieurs mesures sur une même personne, ben, il faut augmenter le critère pour pouvoir dire, OK, ben là, on a une réelle différence. Moi, l'exemple que j'ai, c'est précisément inverse. Et encore une fois, restons dans le même sujet sur la différence hommes et femmes. Sur c'est aujourd'hui, là, j'ai pensé à ça, sur les AVC. C'est quelque chose qu'on connaît depuis très longtemps. C'est quoi les symptômes d'un AVC? Si je te demande de m'énumérer les symptômes de l'AVC, Hakim, je suis sûr que tu es capable de m'en nommer au moins un. Le mal au bras gauche, par exemple, le visage qui commence à paralyser, ce genre de choses-là. C'est des choses qu'on va assez facilement reconnaître. Jusqu'à ce qu'on se rende compte, en fait, que ces symptômes-là, c'est des symptômes masculins. Les symptômes d'AVC féminins sont complètement différents. Les AVC chez des hommes, ça se passe en quelques minutes, quelques heures, tout au plus. Et 50% des AVC, j'ai de la misère avec ce mot-là, des AVC chez les femmes vont prendre... oui, ça va. Ça va bien, là. Chez les femmes, ça peut aller jusqu'à plusieurs jours où ils vont avoir des symptômes. Et il y a même beaucoup de médecins qui ne savent pas reconnaître les symptômes d'AVC chez les femmes. Juste parce que c'est pas ça qui a été enseigné, c'est pas ça qui a été appris. Et c'est pas ça qui a été étudié finalement, et simplement parce que ils avaient assumé qu'il n'y avait pas de différence sur comment ça se présentait chez un homme et chez une femme, et donc les sujets étaient toujours des sujets masculins. Et c'est comme ça qu'on en est venu à ce qu'aujourd'hui même encore, il y a des personnes qui décèdent après avoir été chez le médecin et qui étaient en fait en arrêt vasculaire cérébral, et qui sont décédés quelques jours plus tard parce qu'ils n'ont pas été pris en charge correctement par le médecin, qui n'a pas su reconnaître la problématique. Donc finalement, c'est l'exemple exactement inverse. Là. C'est finalement ce qu'on pourrait appeler les points aveugles là, dans la science, qui ont été forgés uniquement sur le fait que il y a des choses qui nous intéressent plus que d'autres. On peut pas rechercher tout, et donc on va choisir finalement ce sur quoi on va aller, puis ça donne que ça a été plus régulièrement chez les hommes que chez les femmes que ça se soit passé.
Donc clairement, là-dessus, il y a une subjectivité là, qu'on ne peut pas qu'on peut pas renier et qui a des preuves tangibles en fait aujourd'hui par rapport à ça. Ouais, donc mais bon, je pense pas que ça a à voir avec objectivité et subjectivité là, comme on l'entendait au début de la discussion, mais c'est des choses importantes là, que la science va falloir qu'elle se questionne aussi dans les prochaines années sur comment arrêter d'avoir ces trous, ces points aveugles-là dans la science et de penser que y a certaines choses qu'on connaît que finalement on n'en connaît que la moitié. C'est quand même assez effrayant là, quand tu penses que tu connais tout alors que tu ne connais que la moitié de la chose. C'est quand même drastique. T'sais. Ouais, ben, c'est sûr que à ce niveau-là, ne serait-ce que pour pas tomber dans ces erreurs-là, c'est bon de se poser la question de temps en temps, ça veut dire quoi objectivité, ça veut dire quoi vérité, Uh-huh. ça veut dire quoi subjectivité, ça veut dire quoi relativité. Parce que je pense que c'est ça, c'est des mots qui s'introduisent un peu partout puis rapidement. Puis ça, justement, c'est en ayant une idée un peu décalée de ce que c'est qu'on arrive à ces problèmes-là où justement on dit on met tout on met tous nos œufs dans le même panier. On se dit ben je peux pas me tromper si j'applique la méthode. Puis on fait pas attention. Mais j'ai une amie qui m'écrit sur Facebook, là, donc désolé si vous ne voyez pas dans le chat, je vous relais son information. Donc, on veut moins étudier les femmes à cause de l'effet du cycle menstruel aussi. C'est un facteur qu'il est nécessaire de contrôler, mais beaucoup de chercheurs et chercheuses ne veulent pas se fatiguer à le faire. Tout à fait. Donc, nous, on est, puis, on est autant coupable, là, moi personnellement, de ça. C'est-à-dire que on veut étudier le lever de bras. Tu veux étudier comment le bras se lève au cours du temps. Et théoriquement, si tu veux faire ça correctement, il faut aller prendre des échantillons de salive pour s'assurer que ton échantillon est représentatif du cycle menstruel. Donc, tu as chacune des parties là, du cycle menstruel, si on simplifie là, grossièrement là, sur chacune des semaines, des 4 semaines. Donc, je sais que c'est pas 4 semaines pour tout le monde. Je fais juste une grossière approximation, mais bref, d'avoir quelque chose là, qui est représentatif de ça, ben, ça augmente le coût de recherche, ça augmente, ça rend ça plus fastidieux, plus long et ça demande plus de sujets en fait parce qu'il faut faire 4 fois plus d'expérience pour la même chose. Et ben, on comprend dans un sens pourquoi ça a été ça dans le passé. On comprend aussi qu'il va falloir que ça change et que si le problème c'est que ça coûte plus cher, ben que les subventions soient données en conséquence. T'sais. Si tu es censé avoir 100 000 $ pour faire ton étude, j'exagère largement le coût d'une étude, en tout cas dans mon domaine, mais si on t'avait donné 100 000, ben peut-être qu'il faudrait qu'on te donne 125 pour pouvoir avoir les sujets féminins nécessaires. Et ça, c'est les grands organismes subventionnaires qui vont falloir qu'ils commencent à se poser ces questions-là. Donc, merci du commentaire de précision sur une des raisons qui explique cela. Ceci dit, ça n'excuse pas le fait qu'on ait des choses importantes qu'on n'a toujours pas, qu'on ne connaît toujours pas d'un côté, alors qu'on connaît dans l'autre sexe. Donc, donc là, on a vraiment dévié là, sur la subjectivité de la science plutôt que... c'est intéressant parce que pour moi, quand je parlais initialement du côté objectif, puis c'est en toute connaissance de cause par rapport au fait que la science en elle-même n'est pas... Si on le prend comme objet d'étude, là, ce n'est pas quelque chose de fondamentalement objectif. Mais les outils sur lesquels elle se base le sont. Et ça donne un peu ce drôle d'aspect-là où on va dire que la science est objective, ou elle est objective, et ça donne l'impression que toute la science est objective du même coup. Et c'est comme... c'est un peu un sophisme, finalement, là, de présenter ça comme ça. Je ne sais pas si les scientifiques sont coupables de le présenter de cette façon-là ou si c'est une interprétation spontanée là, des gens à penser que puisque la méthode est objective, nécessairement le résultat l'est également.
Ce qui n'est pas le cas, là. Comme tu le mentionnais tantôt, tu peux avoir des résultats objectifs, mais les analyser de façon purement subjective, là. En fait, c'est même le Non, propre. c'est dur à dire. Je sais pas pourquoi tout le monde. Ben, tout le monde, ok, j'exagère, là, c'est moi qui fais une généralisation abusive. Mais pourquoi il y a autant de monde qui tombe dans ce piège-là, en fait? Mhm. Euh, Puis je pense que je persiste à croire qu'il y a un problème de compréhension du terme. Juste pour donner un exemple, je pense que tu l'as mentionné avec l'émission que tu as faite avec Isabelle. C'est bien Oui, ça? tout à fait. Tu l'as mentionné, donc on a toujours d'ailleurs un cercle de philosophie. Mhm. Puis la dernière session, j'ai posé la question, ou non, il y a deux sessions, j'ai posé la question, selon vous, c'est quoi la vérité? C'est-à-dire l'exercice, puis j'invite tout le monde à le faire, tout le monde qui regarde ça, là. Essayez de définir la vérité, ce que c'est que la vérité, sans Sans être regarder le tautologique. dictionnaire, sans être tautologique, c'est-à-dire sans utiliser la vérité pour décrire la vérité, Ouais, pour on peut pas définir dire ce que c'est. quelque chose. La vérité, c'est quelque chose de vrai. Ouais, c'est ça. Non, ça marcherait pas. Donc, sans être tautologique, sans utiliser le dictionnaire, sans utiliser Internet, sans demander à vos amis, c'est-à-dire s'asseoir à une table, prendre un crayon, un papier, puis essayer de définir ce que c'est que la vérité en quelques phrases, voire même en quelques mots. Est-ce Puis que, rapidement, on se est-ce rend que compte que c'est pas un concept qu'on utilise. est-ce que dans une définition tautologique, on inclut aussi le fait le fait de décrire par la négative? Euh, De façon, mettons, très très intuitive ou très très rapide, on pourrait dire que quelque chose qui est vrai, c'est quelque chose qui n'est pas faux. euh, Est-ce que ça, c'est tautologique? Tant que tu décris pas ce qui est faux, en fait, c'est pas, le problème, c'est pas que c'est tautologique, c'est que c'est non informatif. Uh-huh. Parce que là, il faut Si définir je faux. décris. Ouais, c'est ça. Si OK, je dis les corbeaux, c'est pas des bananes, ça me dit rien sur les corbeaux. tout à fait. Si je commence à dire ce que c'est une banane, je vais au moins savoir un peu ce que c'est pas un corbeau. Uh-huh. Mais il faut que je définisse banane. Donc, ça m'avance pas beaucoup de juste faire du name dropping de ce que c'est pas. Parce que la vérité, c'est pas faux, mais c'est aussi pas Elvis Presley, c'est aussi pas de la bière, c'est Tout aussi à fait. pas. Tu sais, c'est tous les mots du dictionnaire, c'est pas la vérité. Sauf vérité. Donc, faut faire un petit peu plus d'efforts que ça, effectivement. Là, j'essaie de réfléchir en même temps, tu sais, si je suis capable de donner une définition moi-même là, pour pouvoir avancer dans le truc. Là. Mais je Mhm. pense que ça me demanderait plus de réflexion que les 2 minutes que je viens de me donner. Là. Euh, c'est vrai que c'est pas nécessairement évident. On aurait envie de dire que la vérité, euh, c'est quelque chose qui définit un objet sans se tromper. Est-ce que c'est pas si mal comme ou je suis en train de redire exactement la même chose en disant que c'est pas faux? Non, en fait, c'est une très bonne, un très bon guess. C'est presque au mot près une des théories en philosophie là, qu'on appelle la théorie de la vérité correspondance. D'accord. Félicitations, Benjamin. C'est- Il y Euh, a beaucoup de chance là, dans ce que je viens de dire. Là. La vérité, c'est ben non, l'objectivité. non, je suis sûr que ça a mijoté à Ça feu très bouillit pas élevé. mal. Ça bouillit pas mal dans les 2 dernières minutes. Est-ce qu'il y a une, En même temps, je pense qu'on. Excuse-moi, comment tu disais ça? est-ce qu'il y a une définition plus acceptée de vérité? Ou ça reste une question ouverte, ça? La vérité n'est-elle Euh, pas subjective? Est-ce une croyance qui ne heurte pas nos croyances jusqu'à preuve du contraire? Ah, tu vois, j'aime moins cette définition-là. Je comprends d'où elle vient, par contre. J'aime moins ça. Je pense que je me rends compte que je suis un objectiviste. Euh, En ce sens-là, oui. Ben, tu vois, c'est ça, c'est comme la définition d'objectif, souvent ça dépend sur quel spectre on le met.
Mhm. Fait que si on le compare à relativisme, l'objectivité, ça veut dire quelque chose. Si on le compare à subjectivité, à ce moment-là, l'objectivité veut dire autre chose. Tout à fait. La vérité, on peut, je pense, faire le même exercice, mais je pense quand même qu'il y a un certain consensus sur, ben, comme tu dis, là, peut-être une utilisation qui est plus acceptée. Mhm. Puis justement, j'en profite pour revenir là, sur l'idée de vérité-correspondance. Donc, selon cette théorie, c'est vraiment que la vérité, c'est une valeur qu'on accorde une description qui correspond à la réalité. Donc, OK. si je dis cette pomme est verte, cette phrase-là est vraie si la pomme est effectivement verte. Mhm. Donc, si ma phrase correspond à une description fidèle de la réalité, Mais cette là, phrase est vraie. ce qu'il faut voir là-dedans, c'est que soit on est objectiviste ou soit on est subjectiviste, et on pourrait dire que il y aura jamais moyen d'aller vérifier si la phrase est effectivement vraie ou pas. Mais ce que tu dis finalement, c'est que la description de vérité, nonobstant le fait qu'on est capable d'aller la vérifier ou pas, cette définition-là, elle reste vraie pareil, là. C'est bien ce que tu veux, c'est bien ce que tu veux dire. Oui, oui. Oui, oui, ben, tu sais, la définition, c'est pour qu'on s'entende. Mais la définition est débattable. Si quelqu'un a une autre théorie sur ce que c'est que la vérité, puis comment ça devrait être utilisé, ben, faut sortir son épée puis son bouclier puis se battre. Ou sortir son thé et discuter. Mais l'idée étant que si on accepte cette définition de la vérité, ce qui est intéressant, en tout cas, moi, ce que je trouve qui est intéressant, c'est que la vérité concerne les observations qu'on fait et non pas la réalité elle-même. C'est-à-dire que Mhm. la vérité, c'est vraiment une valeur quasi normative qu'on va accorder à des phrases et non pas à des objets. Sinon, ce serait bizarre de dire, je sais pas moi, ce téléphone est vrai. Si je disais ça, c'est comme si j'utilisais le mot vrai Mhm. pour dire, Réel. pour dire qu'il est réel et non Ouais, pas virtuel ou illusoire ou je tout sais à pas fait. quoi. Alors que quand on utilise la vérité, souvent, on va se rapporter non pas à cette utilisation du mot vrai, mais à une utilisation qui est plus scientifique, si je peux me le permettre, là. C'est-à-dire qu'on va essayer de voir euh, quel énoncé, là, pour sortir un morceau de jargon, là, quel énoncé correspond à la réalité. Puis là, ensuite, ben, le problème qui se pose rapidement, c'est comment on définit la réalité. Mais là, ça, c'est, c'est une autre histoire. mais c'est intéressant parce que, tu vois, je l'avais même pas compris comme ça initialement là, quand tu l'as décrit. En gros, ce que tu veux dire, c'est que on pourrait même, si on pousse la définition au maximum, avoir deux descriptions de la même chose qui est potentiellement différente, mais puisqu'elle elle pourrait potentiellement correspondre à la subjectivité de chacune des personnes qui décrit cet objet-là, dire que c'est vrai dans les deux cas. Est-ce que ça c'est est-ce que je me trompe en disant ça? Ça dépend comment tu le défends. Si je suis Daltonien par relativiste, exemple. ah, OK. Ben, ça, c'est intéressant parce que là, c'est sûr que un daltonien et un non-daltonien peuvent s'accorder sur le fait que ce qu'ils observent est pas, Correspond est pas pas. similaire, et pas Ouais. correspondant. Par contre, ils peuvent s'entendre sur le fait que entre la phrase ce verre est jaune et ce verre est transparent, il y en a une qui est vraie, une qui est fausse, ou les deux sont fausses, mais pas que Uh-huh. les deux sont vraies. D'accord, d'accord. C'est-à-dire Donc, qu'ils peuvent s'entendre sur l'utilisation du mot vérité. ok. Euh, Ensuite, l'observation peut être fausse dans la mesure où, effectivement, à ce moment-là, en philosophie, on préférerait utiliser le mot quelque chose, un mot comme illusion ou Uh-huh. virtualité, ou pour décrire une observation qui ne correspond pas à l'objet en soi, là, ou la vérité de ce qu'on veut observer. Puis, en fait, en philosophie, on serait plus tenté de dire qu'une observation vraie est impossible. Ok. Euh,
Mais là, encore là, je ne veux pas non plus diriger ça C'est- vers un autre Ça, débat ça qui rentre dans prendrait. dans le abstrait, là. Ouais. J'aimerais Ben, prendre, si ça te va, peut-être une oui. minute là, pour lire le commentaire de Christine Beau, là, qui j'ai pas réussi à le lire parce que je pense que ça me demande plus de ressources mentales parce qu'il est un petit peu plus long. Donc, je vais en faire la lecture puis on va voir si on a des choses à dire par rapport à ça. Deux observations. Il serait bien d'arrêter de généraliser et de mieux définir dans quel cadre, contexte une affirmation est présentée et pourquoi vouloir avoir la vérité. Où doit-on atteindre la vérité? Est-ce que le questionnement, la quête n'est pas en soi ce qui est en soi l'important dans l'évolution, et une fois l'atteinte de la vérité et après? Euh, ok, je peux peut-être tenter une réponse si ça te va. Euh, Personnellement, en fait, je pense que dans la science, même en général, euh, on peut s'intéresser à faire avancer la science que pour faire avancer la science, que pour augmenter le schème de connaissances ou la totalité de connaissances que l'humanité possède. Donc, tout à fait, la quête peut être tout à fait importante en soi. Par contre, je pense que ça reste important que vérité dans le sens où on ne se trompe pas, là, la définition que j'ai rapidement sortie tout à l'heure, elle reste importante parce que la science, finalement, c'est des briques sur lesquelles on va construire. Et tu veux avoir le moins de briques fausses possible, le moins de briques qui peuvent casser possible, pour ne pas que tout l'édifice sur lequel tu as construit la science s'effondre d'un coup, finalement, puisque la base aurait été une mauvaise base. Et là, je dis ça, je vais quand même mettre un bémol parce que, puis je sais que c'est comme ça que ça fonctionne, ou qu'il y a une partie qui est possible de fonctionner comme ça en philo, mais c'est possible de fonctionner comme ça en science aussi. On peut décider de commencer sur quelque chose dont on sait qu'il sera vacillant. Donc peut-être qu'on sait que c'est faux ou qu'on doute fort que c'est faux. Et on va, mais quand même, continuer à bâtir sur cette chose-là en ayant toujours en tête que c'est faux. Donc les mathématiques font beaucoup ça. Ils ont beaucoup de théorèmes qui ne sont pas encore prouvés, mais qu'on pense qu'ils sont vrais. Et donc, ils se disent, OK, on va accepter le théorème comme tel, puis peut-être que dans 100 ans, 200 ans, 300 ans, des fois ça a pris 400 ans avant de prouver un théorème, eh bien, dans 400 ans, on le prouvera peut-être, mais en attendant, on va avoir construit sur cet édifice-là. Et si un jour on brise cette affaire-là, ben, au moins, bon, c'est dommage parce qu'on va avoir perdu un pan de notre connaissance, mais si au contraire on le prouve, on n'aura pas perdu notre temps à essayer de prouver quelque chose qu'on n'avait pas les connaissances pour prouver à un instant donné. Donc, je pense que je pense pas que l'évolution s'oppose à la vérité dans ce sens-là. Je pense que les deux, ou la quête, mettons, s'oppose à la vérité dans ce sens-là. Je pense que les deux vont finalement de pair. Est-ce que tu comprends l'affirmation de la même façon que moi, Hakim? Mon Dieu, grosse question. Euh, ben, oui, je pense que oui. J'aurais peut-être une réponse euh, particulière, par contre, pour ce qui concerne le pourquoi, Oui. en quoi c'est important, la vérité. Il y a un philosophe que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Charles Sanders Peirce. Je vais l'écrire dans le chat. Qui, lui, va très sobrement répondre que la vérité, c'est important parce que c'est utile. C'est effectivement sobre. L'idée derrière, c'est que quand tu as une croyance qui s'avère être vraie, je sais pas moi, la porte est effectivement barrée. J'ai effectivement barré la porte en partant. Si ça s'avère être vrai, c'est très utile. Si ça s'avère être faux, ça pourrait être très inutile de croire ça, voire nuisible, Uh-huh. au sens où ben, je pourrais me faire voler ou je sais pas quoi. Là, c'est sûr, c'est un exemple Trivial. très grossier, mais je pense qu'on peut instinctivement voir la portée de ça. Donc, plus je connais de choses, plus j'ai en ma possession des connaissances qui s'avèrent être vraies plutôt que fausses, plus j'ai une liberté d'action qui est étendue. Là, on a Je pense que le le commentaire contraire.
C'est effectivement ce que tu dis, en fait. C'est que soit tu crois la bonne chose, donc c'est-à-dire que tu crois que tu as barré la porte, et donc c'est avantageux de le croire comme ça. Soit tu crois la mauvaise chose, donc tu crois quelque chose de faux, et tu crois que tu n'as pas barré la porte, et donc tu reviens, et là tu vas perdre ton temps. Mais si tu crois quelque chose, si inversement tu crois que tu as oublié de barrer la porte et que c'est faux, là, je suis en train de me perdre dans ma propre explication, là. Mais je pense que finalement, quand on fait les 4 possibilités de croire la bonne chose vraie, croire la chose fausse, ne pas croire la chose vraie ou ne pas croire la chose fausse, d'après moi, là, j'ai fait le calcul rapidement dans ma tête et je pense que ces 4 choses-là sont effectivement utiles entre elles. C'est-à-dire que si tu crois les bonnes choses, si tu crois les choses vraies, c'est utile, et si tu crois les choses fausses, c'est quelque chose qui va te nuire. J'ai fait les 4 dans ma tête, là, puis ça avait l'air de fonctionner tout à fait comme ça. Là. OK, là, tu as fait un raisonnement très, très formel, Ouais, si je comprends bien, là. c'est comme ça que ma tête fonctionne. OK. Je trouve que Mais ouais, mais imaginons... Vas-y. Comment? Ben, en fait, si on prend sa théorie à ce monsieur, à ce monsieur Pierce, si on va peut-être un iota plus loin, là, c'est que ce qui veut dire, c'est que, admettons, on marche sur une route, puis il y a le chemin se sépare. OK? Donc, tu as deux options. Puis là, dans le fond, toi, ton but, c'est de rentrer chez toi, tout simplement. Mais là, tu ne sais plus c'est quoi le bon chemin. Mais lui, il va dire, si tu es en état d'indécision, le problème, c'est que ça va bloquer l'action. Tu vas rester planté là jusqu'à temps que tu décides quel chemin est le bon. Quand bien même que tu n'as aucune bonne raison de croire quel chemin est le bon, quand tu optes pour un choix, temporairement, tu vas dire, ben, il doit être le bon. Même si c'est irrationnel, ça doit être le bon, je vais l'emprunter. Juste pour faire quelque chose, en fait. Juste pour faire quelque chose. Ce qu'il note ici, c'est qu'on va adopter une croyance simplement pour effectuer une action. Qu'elle soit vraie ou fausse. Si elle est vraie, ben, ça nous est utile, dans le sens que... Mais là, c'est par hasard. C'est-à-dire que la croyance est injustifiée. Bonsoir. Bonsoir. On arrive à la fin, malheureusement. Ça, c'est une croyance vraie utile. Oui. Mais c'est ça. En tout cas, je pense qu'on voit... ça doit être fâchant. Mais là, c'est ça. Je pense qu'on voit... on voit l'idée, là, c'est que si j'adopte une croyance, c'est vraiment pour permettre une action, puis pour optimiser mon action, ben, je suis mieux d'avoir dans mon sac des croyances vraies. Donc, des croyances qui correspondent à la réalité. Effectivement, on voit souvent que des gens qui font des erreurs, c'est parce que ils n'arrivent pas à atteindre leur objectif ou leur action échoue ou leur action se retourne contre eux. C'est souvent parce qu'ils n'ont pas les bonnes informations à leur disposition. Puis c'est en ce sens-là que Pierce va nous dire que, en fait, la vérité, c'est-à-dire avoir une information qui correspond à la réalité, la réalité effective, ben, en fait, ça nous permet d'atteindre nos objectifs. Quand on porte une action, ben, l'action est dans le monde. Puis en ce sens-là, on veut être bien informé sur le monde, parce que sinon, on va manquer notre coup. Donc, je pense que c'est une bonne piste. Après, si vous en avez d'autres, je suis très ouïe. Ben, écoute, moi, je pense que je vais profiter de ce petit accalmie pour nous amener tranquillement vers la conclusion de cette heure de discussion. Moi, là, j'essayais rapidement là, de me faire un résumé dans ma tête. Je pense que, en résumé, on a que la vérité, c'est le fait de décrire correctement le réel. On a que... C'est une des théories. Une des théories, oui. On a aussi que la vérité, c'est utile.
que l'objectivité peut s'opposer à plein de choses et que dans chaque cas, ça rend ça de plus en plus compliqué à bien décrire et que finalement, la science, même si elle est de mesure objective, pour les sciences naturelles surtout, la science dans sa globalité reste tout à fait subjective. Donc, teintée de ce que chacune des personnes qui ont construit l'édifice de la science avait comme intérêt et biais cognitifs. Je pense que c'est un résumé d'une discussion riche, finalement, hein, quand on met ça de bout à bout comme ça. Là. Donc, si vous n'êtes pas déjà, je vous invite à aimer la page du Scientifique du lundi sur Facebook pour avoir toutes les actualités. Donc, à quel moment on est live, qui est-ce qui sera mes invités. En plus, dans les semaines à venir, je vais recommencer à faire les sessions de travail collective, donc les mardis et mercredis. Donc, vous êtes invités à travailler avec moi, on met de la musique, on travaille ensemble avec le type Pomodoro. Et sinon, vendredi de cette semaine, sur la chaîne de Femmes, donc Frédéric Alexandre Michaud, Maestro Femmes. S'il nous écoute, tu peux mettre ta page, sinon je vais essayer d'aller la chercher, Fred. Cette semaine, le jeudi, on a une émission de 5 heures, 6 heures. Donc, voilà. Donc, Fred a envoyé le lien vers l'événement. 7 heures. Donc, 7 heures de stream pour mon frère. Donc, je vais être avec vous. On présente des œuvres de Brahms toute la journée. Donc, Fred qui va faire la direction de toutes les symphonies de Brahms ainsi que le concerto de Brahms. Voilà, donc je vous invite tout le monde à follow la page Twitch et à liker ma page Facebook sur ça. Ça a été un plaisir, Hakim. J'espère que tu as eu autant de plaisir que moi à discuter ce soir. J'ai l'impression qu'on a encore ouvert plein de boîtes de Pandore. Ouais, là, ça devient une valeur sûre. Là. Bon, mais merci tout le monde. Je vous souhaite une excellente soirée et c'est le Scientifique du lundi qui vous souhaite bonne science. Salut, merci.